Chaque mercredi, retrouvez l'émission « Le sport a changé ma vie ». Dans cette émission, vous allez retrouver des histoires inspirantes, passionnantes, de personnes qui se sont servies du sport pour changer leur vie, suite à un drame familial, une maladie, un problème professionnel, bref, ce que nous on a appelé un obstacle de vie. Des histoires inspirantes, passionnantes, qui vous rappelleront sûrement des histoires personnelles ou des histoires qui vous rappelleront ce qu'a vécu un membre de votre famille ou des amis. Ils nous partagent en toute humilité, en toute bienveillance et en toute inspiration leur histoire. Merci à eux et bonne écoute. Salut Thomas. Salut Clément, comment vas-tu? Eh ben ça va bien et toi? Eh ben écoute, ça va super bien. On était en train de parler de Thomas juste avant, avec qui tu as échangé sur le podcast, d'où ce lapsus sur le prénom. Mais écoute, je vais super bien. Je suis très content de te recevoir dans ce nouvel épisode du Trail a changé ma vie. Alors Clément, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Je vais essayer, hein. C'est pas chose simple parce que je suis assez, même très introverti, donc parler de moi, c'est pas tellement mon truc en général, mais bon, je vais essayer. Donc peut-être vous dire pour commencer que je suis un animal à deux pattes, hein, que j'aime bien utiliser mes deux pattes. Animal en voie de disparition, puisque je passe beaucoup de temps dans la forêt, à l'abri des regards, mais bon, je finis toujours par réapparaître de temps en temps, entre autres quand il s'agit d'exercer mon métier, puisque la course à pied n'est qu'un loisir. Mon métier qui est actuellement d'analyser l'économie, la société, la démographie, donc faire des statistiques pour un organisme public bien connu. Je dois dire aussi que je suis aveugle. Bon, aveugle, vous savez pas où c'est, hein. Plutôt, je suis à Lutzelouse. Lutzelouse, vous savez pas non plus où c'est. Donc, je vais vous le dire. Lutzelouse, c'est en Alsace et c'est au pied du sommet à 1000 mètres, le plus septentrional d'Europe continentale. Oula. Voilà. Donc, on s'enorgueillit comme on peut, hein, quand on n'a pas le Mont Blanc. Il y a un sommet à 1000 mètres au-dessus du village qui, lui, est à 250 mètres. Et plus au nord, jusqu'à la mer, en fait, il n'y a rien de plus haut que ça. Donc, j'estime être dans le meilleur endroit de ma région, très pratique aussi pour la course, puisqu'il y a 700-800 mètres de dénivelé directement devant ma porte. Voilà, donc je disais que je suis aveugle. Bon, de manière politiquement correcte, je devrais plutôt dire que je suis en situation de handicap visuel avec perception résiduelle d'environ 1%. Parce que je perçois un peu la lumière et certaines couleurs. Alors le fait d'être aveugle, ça ne m'empêche pas de faire tout un tas de conneries, mais conneries que j'assume. Notamment donc de me lancer sur les sentiers tout seul, simplement avec une canne et un GPS, donc activité assez risquée. D'ailleurs, actuellement, j'ai une entorse, hein, chose qui peut arriver quand on voit pas où on pose le pied. Donc, il m'arrive de temps en temps de me blesser, mais jamais rien de très grave. Et puis, en pratiquant cette activité, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait ça, puisque d'habitude, les déficients visuels courent plutôt accompagnés. Donc, j'ai appris plus ou moins par hasard, mais qu'apparemment j'avais battu certains records, notamment la plus longue distance parcourue par un non-voyant en autonomie en montagne, sur une course de 56 km. Et j'ai aussi fait Alors le attends, parce que là tu vas un peu vite. Tu nous as dit déjà beaucoup de choses là, et j'ai envie de préciser quand même certains points. Alors, est-ce que tu as toujours été non-voyant?
Oui, oui. Ouais. On me demande souvent quand est-ce que j'ai perdu la vue. Ben, en fait, jamais, puisque ça a toujours été comme ça. Donc, je n'ai fait que gagner en capacité à m'en sortir malgré ça. Donc, j'ai jamais rien perdu. D'accord. Et donc, depuis tout petit, finalement, tu as appris à évoluer dans un monde qui, pour toi, est comment? Dans un monde qui est beaucoup de choses à la fois, hein, parfois hostile, euh, avec beaucoup d'adversité, beaucoup de choses qui sont plus compliquées à faire, parce que le monde n'est pas vraiment, en tout cas le monde des hommes n'est pas vraiment prévu pour moi. Il y a un certain nombre de normes qui sont là pour correspondre à la majorité, et puis je fais partie d'une minorité, donc faut faire avec, puisque le handicap, finalement, ça ne dépend pas de moi, ça dépend des normes. Ce qui dépend de moi, c'est ma déficience, la déficience visuelle. Ça, c'est une caractéristique qui m'est propre. Mais le handicap, après, c'est la rencontre entre cette déficience et un environnement qui ne lui est pas très bien adapté. Si on inversait les choses, par exemple, si toute l'information était disponible uniquement en braille, bah, c'est vous qui seriez handicapé, pas moi. Voilà, Hmm. c'est ça le handicap, c'est être minoritaire et devoir beaucoup s'adapter. Donc il y a de l'hostilité, il y a de l'adversité, mais il y a aussi des choses agréables, hein, puisque c'est aussi un des buts quand je pratique le trail, c'est d'aller à la rencontre de tout un tas de choses agréables que je trouve dans la nature et que je perçois avec mes autres sens, les chants d'oiseaux, les bruits des cascades, etc. Et tu dirais que ça, tu le perçois plus que quelqu'un qui est voyant? Je suis davantage concentré dessus puisque j'ai un sens en moins, donc forcément les autres sont davantage en alerte. Alors je perçois sûrement pas plus la beauté de la nature, je la perçois différemment. Euh, puisque bon, ça va être auditivement, tactilement, olfactivement. Mais après, je sais bien qu'il y a tout un tas de photographes qui peuvent rester des heures et des heures à contempler une fleur ou quelque chose. Donc, c'est pas tellement différent finalement. Le but est le même, mais les moyens sont différents. Hmm. Et alors, tu nous as dit que tu avais donc toujours eu ce handicap. Comment est-ce que actuellement, je sais pas ton âge, visuellement, tu dois avoir une trentaine d'années à peu près, c'est ça? Alors, mon âge, c'est une énigme. Je peux vous dire que, attention, hein, le 16 juin 2025, il sera égal à la somme des chiffres de ma date de naissance. Oh purée. Voilà. Là, tu vois, je reviens d'une Pas séance, pour rien, j'ai hein. plus tous les neurones qui sont connectés et oxygénés. Euh, et mon baquet, c'est un petit peu loin, donc aiguille-nous un petit peu, s'il te plaît. Oui, t'étais pas loin quand tu disais la trentaine. Ok, ça marche. Et du coup, comment est-ce que un enfant évolue avec ce handicap de nos jours? Donc l'enfant Alors, que tu étais, hein. oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas de généralité. Je suis aussi très impliqué dans une association qui s'appelle Vue du Cœur et dont le but est justement d'accompagner les enfants déficients visuels vers plus d'autonomie et vers la découverte de certaines activités. Puis évidemment, chaque situation individuelle est différente. Alors moi, en tant qu'enfant, j'avais la chance d'avoir des frères aussi. Donc un grand frère qui me servait d'exemple notamment et qui lui n'avait pas de handicap. Donc ça m'a amené aussi à me dire qu'il n'y avait pas de raison que je fasse moins de choses que les autres, puisque j'avais des exemples autour de moi
de personnes qui n'avaient pas spécialement de restrictions. Donc, déjà, c'est important d'avoir un environnement familial favorable, et c'est ça qui aide à s'en sortir, hein, quand on a un handicap. Quel qu'il soit d'ailleurs. Oui, quel qu'il soit, bien sûr. C'est le soutien qu'on peut avoir dans la petite cellule autour de soi, au milieu d'un monde qui peut être assez hostile, même s'il l'est devenu un peu moins, mais bon, il l'est encore, hein. Dans mon cas, il y a eu certaines choses assez compliquées, notamment de faire accepter à certains chefs d'établissement la présence d'un élève différent, ainsi de suite. Demander aux enseignants d'adapter un peu leur discours pour qu'on puisse le comprendre sans voir. Se procurer des manuels scolaires dont la transcription prenait des mois et qui parfois arrivait quand le chapitre avait déjà été étudié depuis longtemps. Arriver à se déplacer malgré qu'on n'ait pas accès aux moyens rapides, que sont d'abord le vélo, la trottinette, la mobilette, et puis ensuite la voiture. Ben, pour moi, ça a été toujours la marche, et puis c'est encore maintenant la marche et la course. Donc voilà, en résumé, comment ça s'est passé de façon assez simple, hein. On se pose pas beaucoup de questions quoi. Quand on est enfant, on fait avec les qualités qu'on a, on s'en sort comme on peut. Et comment étaient les autres enfants avec toi? Euh, Bah, disons que les enfants ont peut-être moins de filtres par rapport à ça que les adultes. Ils sont pas forcément arrêtés autant que peut l'être un adulte par la différence. En tout cas au début, quoi. La différence suscite plutôt de la curiosité, donc ça se passe plutôt bien. Après, pendant l'adolescence, il y a des moments un peu plus compliqués puisque là, en général, les adolescents, ils veulent correspondre à une norme, et donc là, ceux qui sont un peu différents peuvent être plutôt moqués ou être mis un peu de côté. Donc, ouais, j'avais quelques bons amis et aussi un peu d'adversité, quoi. Voilà, je pense que c'est pas tellement différent, que pour un enfant en général, hein. On rencontre de tout. Parfois, on a un peu l'impression d'être dans une jungle avec que des ennemis, et puis parfois, on est bien tranquille parmi ses amis. Voilà. Donc, je sais pas si le handicap visuel change quelque chose de ce point de vue-là. Il fait qu'on doit s'adapter davantage, mais les relations avec les autres, elles dépendent plus du caractère qu'à chacun, je pense. Hmm. Et du coup, pendant cette période d'adolescence, quelles étaient tes activités? Alors, des activités, je pense que j'en ai toujours eu moins que la moyenne et maintenant encore, parce que quand on est déficient visuel, il y a un problème, c'est le temps. Parce que tout est plus long. Vous me direz, le temps, c'est un problème pour tout le monde. Mais sauf qu'on est à peu près 2 fois plus lent pour tout faire. Donc on est obligé de faire des choix stratégiques et de renoncer à certaines choses. Voilà. Donc mes activités, c'était d'arriver à suivre les cours, et puis en dehors, c'était essentiellement le besoin de m'aérer, donc par la marche, la course, mais qui n'était pas tellement un loisir, puisque ça permet aussi de développer mes compétences pour arriver à me déplacer, puisque ça restait toujours mon unique moyen de déplacement. Et puis sinon, j'ai toujours fait pas mal de musique aussi, donc je joue de l'orgue. Ça a participé à mon équilibre également. Donc de l'orgue qui est l'instrument qui se joue dans les églises, c'est ça, hein? Exactement. Qui est Ouais. très riche sur le plan sonore. Beaucoup ça qui m'a attiré.
en plus de l'ambiance du lieu, de la spiritualité, etc. Mais c'est aussi la richesse harmonique du son et toutes les possibilités J'ai eu qu'on a. l'occasion de visiter la cathédrale de Quimper pour une visite de sécurité dedans, comme je suis pompier dans cette ville-là. Et donc, on a eu l'occasion de visiter la fabrication, enfin pas la fabrication, mais l'orgue, les coulisses, en fait, ce qu'il y a derrière, comment c'est fabriqué. C'est très impressionnant. Et puis il y avait la personne qui jouait. C'est très technique et ça m'avait beaucoup impressionné cet instrument. Comment ça pourquoi t'as décidé de te lancer dans cet apprentissage de l'orgue? Bah, déjà de l'entendre, hein, en allant à la messe. Et puis, j'étais dans une école aussi au début, au primaire, donc j'étais dans une école spécialisée pour aveugles, dans laquelle on nous obligeait à faire un instrument de musique. Et la référence, c'était le piano. Donc, j'ai commencé en apprenant le piano, mais voilà, ça m'ennuyait un petit peu, je trouvais pas ça extraordinaire. Par contre, quand j'entendais l'orgue, ça me faisait beaucoup plus d'effet. Donc le prof de piano m'a dit, bah, si tu veux un jour jouer de l'orgue, bah, il faut que tu fasses un peu quelque chose au piano avant, quoi, Hmm. hein. Un enfant peut pas se mettre directement à l'orgue puisqu'il faut avoir les pieds suffisamment longs pour atteindre le pédalier, ainsi de suite. L'orgue n'est pas vraiment dimensionné pour un enfant et donc ça a été un peu la carotte pour me faire travailler un minimum le piano avant de pouvoir enfin faire ce qui me plaisait, donc euh, d'être sur un instrument qui me fait plus d'effet. Et comment on appelle déjà quelqu'un qui fait de l'orgue? Un Un orguiste? organiste, Un organiste. organiste. Ok. Ouais. Mais il doit pas y en avoir beaucoup. Et comment t'as appris à en faire? Bah, avec le même professeur qui m'avait appris le piano. Parce que c'est pas si Euh, différent que ça en termes de technique. alors, les bases sont les mêmes. Après, l'interprétation est différente, mais bon, à la base, faut travailler une certaine dextérité des mains. Et puis après, sur l'orgue, s'ajoutent les pieds aussi, qui sont joués également avec des pédales, qui sont pas comme des pédales de guitare, hein, je précise, c'est pas juste pour moduler le son, c'est vraiment des notes. Euh, voilà, mais les bases sont un peu les mêmes, même si après ça se différencie, parce que entre autres sur l'orgue, quand tu appuies sur une touche et que tu laisses le doigt dessus, le son il reste. Alors que sur un piano, bah, ça résonne très peu de temps et le son s'estompe, même si on Hmm. laisse le doigt sur le piano, puisque c'est juste un coup de marteau sur une corde et puis terminé, tandis que sur l'orgue, le son continue d'être, l'air continue d'être envoyé dans le tuyau. Donc il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire en jouant sur la durée d'appui des touches, quoi. Hmm. Et actuellement, c'est une activité qui t'occupe combien de temps par semaine? Tu vas une fois par semaine pendant la messe jouer ou c'est plus régulier que ça? Alors il faut que je m'entraîne à chaque fois, hein. Il faut que j'apprenne tout par cœur. Donc ouais, c'est selon, hein, c'est assez variable. Ça peut être de 1 heure par semaine jusqu'à 3 heures par jour dans les périodes où je suis particulièrement motivé. Enfin, voilà, c'est assez variable, puis ça reste un plaisir. Hmm. Bon, bah écoute, merci Clément. Déjà, on en sait beaucoup plus sur toi et ton histoire. Alors, nous, on a appelé le thème de cette émission, c'est le travail a changé ma vie, ou plus largement, le sport a changé ma vie. Pour chacun des invités, on a appelé l'obstacle de vie, la difficulté que chaque personne a pour pratiquer, ou du moins la raison qui fait qu'elle pratique cette activité du trail. Euh, Toi, tu dirais que le trail, donc tu l'as dit, tu es non-voyant, t'a apporté quoi dans ta vie en règle générale?
Alors le trail, c'était à la base, c'était un moyen agréable de développer des compétences utiles. Puisque, comme je le disais, c'est mon moyen de déplacement, la marche et la course. En tout cas, si je veux être autonome. Voilà, c'est le seul mode de déplacement pour lequel j'ai pas besoin d'emmener l'autorisation ou de réserver une place dans un transport ou quoi. C'est le moyen qui me permet d'être le plus libre. Donc d'une Hmm. certaine manière, le trail m'a apporté la liberté. Et puis aussi la sensation de ne pas être handicapé au moins pendant les périodes pendant lesquelles je cours. Parce qu'autrement, dans la vie, il y a toujours des choses pour me rappeler le handicap, hein, que ce soit en ville avec tout un tas d'obstacles qui me pourrissent la vie, genre des travaux imprévus, des pots de fleurs qui traînent n'importe où, des véhicules mal garés, des vélos, des voitures, des poubelles qui traînent n'importe où, etc. Même des touristes qui regardent leur téléphone et finalement c'est moi qui dois les contourner, c'est quand même le monde à l'envers, etc. Ou alors que Ça ce arrive souvent, soit ça? ah oui, oui, ça arrive très souvent, hein, surtout dans les zones touristiques, surtout dans le centre-ville à Strasbourg, que je suis amené à traverser assez souvent. Ou alors même ce qui est encore plus embêtant, c'est ce qui concerne l'accès à l'information, quoi. Autant les déplacements, peut s'en sortir avec l'entraînement, mais quand on a un document PDF image, voilà, avec des graphiques, etc., bah, impossible à lire. Quand on est sur une page web surchargée, bah, avec la synthèse vocale, il faut tout parcourir. On ne peut pas directement viser la bonne information. Si on a des liens images, pareil, sans libellé textuel, bah, on est perdu. Enfin bref, il y a toujours des choses pour me rappeler le handicap. Il y a toujours des trucs emmerdants. Et en course à pied, c'est pas le cas. Quand je suis dans la forêt, bah, il y a beaucoup moins d'imprévus qu'en ville, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Une fois que je maîtrise le trajet, bah, ça marche comme sur des roulettes, quoi, hein. Je suis juste dans un environnement que je connais, que je maîtrise et qui en plus est agréable. Donc là, j'ai pas du tout l'impression d'être handicapé. Et c'est rare dans ma vie de pas avoir cette impression. Euh, le- la course à pied m'apporte ça. Et même quand je suis sur une course avec les valides, j'ai pas l'impression d'être handicapé par rapport à eux, parce que finalement, sur une course, tout le monde est handicapé sauf le vainqueur. Voilà. C'est excellent, ça. Il y en a qui ont moins d'entraînement, il y en a qui ont plus de poids, il y en a qui ont mal dormi, il y en a qui ont mal mangé, etc. Enfin, chacun traîne son handicap. Donc, C'est pour moi, excellent. c'est pas C'est différent. vrai. Ouais. Ok. Et pour qu'on se rende compte un petit peu, alors sans être, sans vouloir aller chercher un niveau ou quoi, mais quand tu dis que tu cours à quelle vitesse à peu près? Alors déjà, ça dépend si je cours avec un guide ou si je cours tout seul. Alors, Ces on va dernières parler années, des deux techniques, des deux techniques. ouais. Alors, tout seul. Tout seul, actuellement, je suis en 45 minutes sur 10 kilomètres et en 4 heures sur marathon, pour donner un ordre de grandeur. Ce qui est déjà une bonne vitesse pour beaucoup de gens. C'est des objectifs. Donc, enfin, j'ai du mal à voir concrètement en forêt, avec donc des racines, quelques cailloux qui traversent la route, quelques virages comme ça un peu secs. Comment concrètement tu fais? Alors en forêt ou enfin ça dépend où en forêt. Si c'est une piste sans obstacle, là je peux atteindre les vitesses que je donnais. Mais si c'est sur des sentiers plus techniques, là évidemment je suis infiniment plus lent, hein.
Oui, c'est La en vitesse marchant. dépend entièrement du terrain. Sur le trail de 56 km dont je parlais tout à l'heure, là j'ai mis un peu moins de 8 heures, quoi. Donc c'est plus du tout la même vitesse du moment qu'il y a des obstacles, des rochers, un sentier étroit où il faut viser correctement, faut en permanence tout toucher à la canne. Voilà, là, ça ralentit beaucoup. Mm. Et sur les terrains que tu connais, est-ce que au bout d'un moment, tu arrives à visualiser mentalement le terrain, les virages où est-ce qu'ils vont se trouver? Est-ce que tu te souviens de chaque obstacle que tu vas avoir sur ce terrain-là? Et que du coup, quand tu vas le refaire, ça va te sembler plus naturel, plus roulant, plus fluide, comment ça se passe sur l'apprentissage en fait du chemin que tu vas prendre? Oui, c'est ça, plus je réitère le même parcours et plus il devient facile. Euh, je visualise peut-être les choses un peu différemment, quoi, hein. Pour moi, ça va être plus des notions de nombre de pas jusqu'au prochain virage, même si évidemment je suis pas à compter avec exactitude le nombre de pas, ça se fait plus ou moins automatiquement, quoi. Ça devient de l'ordre du réflexe après avoir fait le trajet plusieurs fois. Il y a la perception aussi des flux d'air, par exemple, qui me disent que là c'est un espace ouvert ou là c'est un espace fermé. Il y a tout un tas de choses qu'on ressent qui permettent de deviner quand arrive le chemin à prendre. Et plus on a fait souvent le trajet et plus on arrive à interpréter facilement ces indices-là. Euh, bon, mais tout ça, ça marche uniquement sur des trajets pas trop longs et puis réitérés souvent. Après, si je vais plus loin ou dans des environnements que je fréquente moins, là, j'ai un autre outil qui est donc le GPS sur lequel je peux enregistrer des choses. Donc, si je fais un trajet dont je sais que je le referai pas forcément demain, je le referai, je sais pas moi, dans 3 semaines et que j'aurai oublié la plupart des choses, là, je vais noter des commentaires sur mon GPS qui me disent qu'il faut faire attention à tel et tel endroit, qu'il y a tel et tel indice pour trouver un chemin, qu'il est juste après un arbre, des choses comme ça, ou qu'à tel endroit, il y a une descente dangereuse qui commence de sorte que je ralentisse avant de me cracher complètement. Enfin, après, c'est comme un roadbook, quoi. C'est un GPS spécial que tu as ou c'est quelque chose de commun? C'est quelque chose que tu as adapté pour ta pratique? Oui, c'est quelque chose que j'ai adapté et que surtout un chercheur a adapté, que j'ai rencontré pendant qu'il développait cet outil dans le cadre de sa thèse de doctorat. Et donc j'ai participé à son évolution. Voilà, ça reste au stade de prototype, mais c'est hyper efficace. C'est pas très friendly à utiliser, on va dire. Il faut vraiment, il y a un coup d'entrée quoi, hein, dans l'outil puisque c'est assez expérimental, mais ce qui est derrière, c'est des techniques assez classiques, hein, c'est des techniques de localisation GPS comme dans n'importe quelle autre application, avec en plus l'utilisation d'autres capteurs qui sont sur la plupart des téléphones, hein, comme la boussole, le gyroscope, etc., qui permettent d'identifier le mouvement du coureur, même quand il n'est pas suffisamment rapide pour être détecté par le GPS. Le GPS a besoin de comparer différentes positions
Alors que quand je commence le trajet, il n'a rien à comparer, alors que la boussole, c'est dans quelle direction je regarde, donc dans quelle direction je me dirige, et donc peut me corriger tout de suite. Hmm. Et est-ce qu'il y a des techniques, tu vois, je pense à, à un drone, par exemple, tu sais, qui détecte un obstacle devant et qui va s'arrêter automatiquement. Bon, ça fonctionne pas toujours. J'en suis l'exemple euh, concret parce que j'ai craché 2 drones comme ça. Mais Ouais. quand ça fonctionne, c'est une technologie qui est géniale. Et est-ce que ça existe des technologies un peu similaires pour pouvoir te permettre de te déplacer et d'éviter des obstacles? Alors théoriquement, ça pourrait exister, mais en pratique, il n'y a pas suffisamment de moyens qui sont mis sur la question du guidage de déficients visuels. Voilà, si on arrive à guider une voiture à 100 km/h, évidemment qu'on arriverait à guider avec précision un non-voyant à 12 km/h. C'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est l'investissement qu'on met dans la question. Et, tu parles de drone, bah, il y a eu des expérimentations d'un drone qui guidait un coureur non-voyant, mais de mon point de vue, la chose est juste ridicule parce que il était sur piste avec le drone à 1 ou 2 mètres devant lui et puis il maintenait une distance constante par rapport à ce drone. Bon, la belle affaire quoi, hein, pour courir sur une piste, j'ai pas besoin d'un drone, j'ai besoin même de rien du tout, même pas la canne blanche. Voilà, ou alors sinon, il y a eu Google aussi qui pour faire un peu de marketing, a développé une appli qui utilise la caméra pour guider un déficient visuel qui devait suivre une ligne jaune. Voilà, parce que la détection de la caméra était basée sur la ligne jaune. Donc, pour que ça marche pour moi, il faudrait tracer des lignes jaunes sur tous les sentiers de la forêt, quoi. C'est ridicule. Puis, pendant son test, à un moment, il y avait une voiture garée sur la ligne jaune et ça les a obligés à recommencer tout le test. Tandis que, bon, moi, si je rencontre une voiture, ben, déjà, je peux la remarquer simplement par sa présence qui modifie la perception qu'on a de la résonance et des flux d'air, quoi. Ça s'appelle l'écolocalisation. Donc, je vais la voir en quelque sorte à ma façon, la voiture, je vais la percevoir, sauf si je vais trop vite, là je ne vais pas pouvoir la sentir en avance, mais c'est ma canne qui va cogner dedans, et puis bon, je vais peut-être me faire mal, mais je vais la contourner, et je vais continuer. Bon, voilà, donc pour l'instant, tout ce dont j'ai pu entendre parler est moins performant que cette technique plus rudimentaire qui consiste simplement à utiliser un GPS et une canne. Hmm. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où ce que je comprends derrière, c'est que le business n'est pas assez grand pour que des entrepreneurs s'y intéressent sérieusement et puis se disent je vais investir de l'argent là-dedans et du temps pour que derrière je vende mon produit qui sera finalement acheté que par très peu de personnes parce que ça concerne, je sais pas, un pourcentage de la population euh, très réduit et du coup, ça apporte que cette technologie-là n'est pas encore développée. Oui, 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 c'est un peu ça. Alors, il y a des entreprises qui s'y intéressent, mais systématiquement, ce sont des startups avec peu de moyens, à la fois humains et financiers, qui développent par exemple des cannes électroniques. Ça, il y a plusieurs modèles qui sont en cours de développement pour ajouter les uns un laser, les autres des ultrasons, etc., sur la canne pour détecter des obstacles avant de les cogner, mais bon, ça reste des systèmes assez rudimentaires par rapport à ce qui est fait pour guider les voitures, hein, par exemple. Effectivement, en raison de la difficulté à rentabiliser tout ça, vu le faible nombre de personnes concernées. Hmm. D'autant plus que, bah, à la limite des déficients visuels, il y en a beaucoup, hein.
À l'échelle mondiale, il y en a 240 millions quand même. C'est loin d'être rien. Mhm. Il y en a 2 millions en France. Mais bon, la plupart sont soit des personnes âgées, soit des personnes qui sont très peu visibles, qui ne sortent pas, qui n'ont pas beaucoup d'activités et qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers non plus. Donc c'est surtout ça qui fait que le marché n'arrive pas à se développer. C'est pas tellement une question de nombre qu'une question de caractéristiques. Mais est-ce que finalement, si ces moyens-là de déplacement n'existaient pas, est-ce que ces gens-là ne sortiraient pas? Ah ouais, effectivement, ça c'est actuellement c'est un cercle vicieux quoi. Ouais, Les gens ne sortent pas, donc on développe pas de moyens pour eux, donc ils sortent encore moins. c'est ça, voilà. Vraiment, ça pourrait être inversé. Si des moyens de déplacement faciles et sécurisés existent, ben, les déficients visuels les utilisent davantage et puis on peut les développer davantage. Hmm. Effectivement, tout l'enjeu ce serait d'arriver à casser le cercle vicieux et à créer un cercle vertueux, mais les moyens à mettre au départ sont considérables quand même. C'est ça. Et j'imagine mal que ça puisse venir simplement par la loi du marché, hein. Il faut qu'il y ait une autre volonté derrière. Bah, la plus grande avancée qu'il y a eu ces 20 dernières années en matière d'aide utile pour les déficients visuels, c'est l'ajout de synthèse vocale nativement dans les systèmes commercialisés par Google et par Apple, hein. Voilà, que ce soit sur les Android ou sur les iPhones, on a maintenant des synthèses vocales intégrées qu'il suffit d'activer et qui sont gratuites pour l'utilisateur. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? J'en sais rien, parce que ça ne leur rapporte rien, mais voilà, j'ai eu une fois des gens qui avaient cette fibre-là dans l'entreprise, qui ont eu la volonté de l'ajouter. Alors le coût pour eux, il est négligeable hein, par rapport au nombre de téléphones qu'ils vendent, par rapport aux bénéfices qu'ils font. Le coût de développement de ces solutions, pour eux, il est négligeable. Les bénéfices qu'ils en tirent sont négligeables aussi, sauf en termes d'image. Mais autrement, financièrement, ça leur apporte rien. Ça relève presque du miracle que ça ait été fait. Hmm. Ah oui, tu vois ça comme ça. C'est dingue ça finalement tu te dis c'est du miracle parce que enfin derrière ce que moi j'entends c'est il y a très peu de sociétés, très peu même finalement ça vient pas de l'État non plus, du gouvernement qui développerait des choses qui sont réellement utiles pour nous. Moi, dans ma perception, les seules choses concrètes que je vois qui existent, c'est les petits points qui sont avant les passages piétons. Euh, mais c'est vrai que concrètement, je vois pas non plus énormément d'infrastructures qui sont faites et adaptées pour les non-voyants, mis à part ça, quoi. Ouais, ouais, effectivement, c'est l'exemple que tout le monde connaît parce qu'il est très visible. Et justement, il y a eu une volonté politique de faire ça parce que c'est très visible. Donc, le politique, il en retire des bénéfices. Il montre qu'il fait quelque chose pour faciliter la vie aux handicapés. Après, l'apport que ça a en pratique, il est extrêmement faible par rapport au coût de ces infrastructures-là et par rapport aux bénéfices qu'en ont les politiques plutôt que les utilisateurs. Ces bandes-là avec des points, elles sont pas toujours placées aux meilleurs endroits, souvent même pas du tout. J'ai un exemple d'une bande de guidage, parce que bon, il y a les points devant les passages piétons, mais il y a aussi des bandes de guidage pour accéder à certains lieux. Donc là, c'est des bandes en relief qui sont sur le sol. Alors la bande en question,
déjà, elle part d'un parking. Alors, il faudra m'expliquer comment un aveugle accède au parking. Ça veut dire qu'il est accompagné déjà. Mm. Donc, le truc, il ne sert pas à grand-chose. Et puis après, la façon dont la bande arrive au bâtiment fait que si quelqu'un ouvre la porte à ce moment-là, on se la prend en pleine figure. Voilà. Donc, le Ouais. truc est juste fait n'importe comment. Mais on montre que ça a été fait. Voilà. Tout un tas d'exemples de ce type-là. Alors les pointillés devant les passages piétons, bon, pourquoi pas, ça peut servir. Mais encore faut-il les trouver, ces pointillés. S'ils sont seulement au bord du trottoir, bon, bah, déjà, il faut savoir qu'il est là, le passage piéton. Ou alors, il faut pouvoir marcher au bord du trottoir, longer la bordure. Sauf que souvent, on ne le peut pas parce que ils ont eu l'idée lumineuse de mettre plein de potelets au même endroit. Donc, à moins qu'on veuille se faire castrer, ben, on ne passe pas à cet endroit-là. Parfois, il y a même des potelets en plein milieu de la bande de vigilance, en plein milieu de la bande qui est devant le passage piéton. Donc voilà ce qui se passe quand ce sont les pouvoirs publics qui font les choses. Là, malheureusement, ça se passe pas très bien. Et ce qui a été fait de mieux, ça s'est fait sans les pouvoirs publics. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. C'est vraiment très enrichissant parce que je vais dire quelque chose qui pourrait paraître un peu insolent, mais pas du tout. En fait, tu m'ouvres les yeux sur des choses qui, moi, me semblaient bien, mais qui, en fait, euh, enfin, le simple fait d'entendre, c'est bien d'avoir cette bande-là, mais encore faut-il savoir que le passage, il est là. Bah ça, quand tu le vois, ça te paraît évident. Mais c'est vrai que si je ferme les yeux, je vois pas qu'il est là. Ah Faut oui. le savoir. Enfin, euh, alors quand tu connais le chemin, comme tu nous l'as dit, tu arrives à te repérer dans un environnement que tu connais. Au bout d'un moment, tu commences à le connaître. Mais finalement, ce moment-là où tu commences à connaître l'environnement, bah t'en as plus besoin en fait de cette bande parce que tu sais que le passage piéton il est là. Donc c'est un. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mm. Quand je connais bien un endroit qui est une bande ou qui n'est pas de bande, finalement, je m'en sors de manière quasiment identique, quoi, hein. Voilà, la bande, ça apporte une petite sécurité en plus. Voilà, mais moi, ça me change pas la vie qu'il y ait une bande ou pas de bande. Voilà, parce que Mm. quand il y en a une, c'est pas suffisamment bien fait, comme je le disais. Moi, ce qui me changerait la vie déjà, c'est qu'on mette les passages piétons au bon endroit. Voilà, souvent en ville, tu as l'impression que les passages piétons sont faits justement pour emmerder les piétons. Parfois, tu as un carrefour, pour le traverser, il faut traverser 3 passages piétons parce qu'il manque le quatrième, hein, quand c'est en carré, quand tu as 2 rues qui se croisent. Tu veux aller juste sur le trottoir d'en face et faut que tu fasses tout le tour, que tu traverses 3 passages piétons. Voilà. Moi, je préférerais qu'on mette le quatrième passage piéton plutôt que d'avoir des bandes de vigilance devant les 3 autres. Voilà. Mm. Exemple bête, mais comme il y en a des tonnes, des tonnes. Ouais, j'imagine que tu pourrais nous faire une liste pendant quelques heures. Exactement. Alors, si on revient un petit peu au trail, comment ça se passe quand tu te fais guider? Quel est le rôle? Quelle est la communication qui se fait entre le guide et toi? Comment est-ce que vous avez réussi à apprendre à communiquer? Comment ça s'est passé, toute cette apprentissage? Est-ce que c'est toujours la même personne qui t'accompagne? Dis-moi un peu comment ça se passe, cette relation que tu as et comment vous évoluez ensemble. Alors, c'est souvent la même personne, pas toujours, mais souvent quand même, parce qu'il y a des automatismes qui se créent et puis une complicité aussi, hein, tout simplement. On aime bien courir ensemble. Qui Euh, s'appelle? il s'appelle Christian, voilà, on s'est beaucoup entraîné ensemble, on s'est rencontrés plus ou moins par hasard sur une course où j'allais un peu en dilettante, une période où je courais pas beaucoup. Et puis il s'est trouvé qu'il était motivé pour s'entraîner avec moi et pour me guider plus souvent sur des courses. Et puis on habitait pas loin l'un de l'autre, donc voilà. Et puis c'est
coureur beaucoup plus expérimenté que moi aussi, donc qui a pu me transmettre un certain nombre voilà, de techniques ou de philosophie sur la course, etc. Eh bien, on Donc ça salue fait que Christian. Pardon? On salue Christian s'il nous écoute. Ah bah oui. Voilà. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui t'a apporté, j'imagine, beaucoup? Et il mérite Ah cette oui, reconnaissance aussi. ah oui, bah, carrément. Ouais, bah, il y a des années où on a fait plusieurs milliers de kilomètres ensemble, hein. Euh, on a participé à un bon nombre de courses aussi, donc avec des automatismes pour répondre à ta première question qui se mettent en place progressivement. Voilà, il sait très bien ce qu'il a besoin de me signaler et ce qu'il a pas besoin de me signaler. Maintenant, si je cours avec quelqu'un d'autre, bah, la plupart du temps, ça se passe bien aussi, hein, mais c'est un peu, disons, c'est un peu plus aléatoire au début, quoi, hein, parce qu'il faut trouver la bonne façon de communiquer. Donc, faut être un peu plus prudent au début, c'est tout. Mais à part ça, c'est pas spécialement compliqué, quoi, hein. Tout passe simplement par l'oral. Hmm. Et vous faites comment? Il y a toujours un contact ou c'est, je sais pas, par exemple, tu as une main sur l'épaule ou finalement, toi, tu es totalement libre et c'est lui qui juste t'indique les obstacles que tu vas rencontrer? Alors la technique la plus classique, et c'est celle qu'on utilise sur des courses quand il y a beaucoup de monde, c'est d'utiliser une cordelette qui relie mon poignet gauche à son poignet droit, par exemple. Donc ça permet de toujours rester très proche l'un de l'autre, de ne pas être séparé par quelqu'un qui passe entre, et puis d'être très réactif dans les virages. C'est un simple petit mouvement sur la corde me permet de savoir si on va tourner. Ce sont toujours des mouvements latéraux pour les virages. Il n'y a pas du tout de mouvement de traction vers l'avant. Ça, c'est à éviter à tout prix. Hmm. Parce que c'est comme ça qu'on finit par trébucher ou quoi, s'il y en a un qui va plus vite que l'autre. Pas du C'est une tout corde ça. qui fait qui mesure combien à peu près pour qu'on se rende compte de votre proximité? Alors on peut ajuster la longueur, hein, ça dépend. Voilà, s'il y a besoin d'être plus près euh, parce qu'il y a énormément de monde ou parce que c'est compliqué, ben, il va raccourcir la longueur de corde et on va être quasiment poignet collé, hein. Autrement, quand elle est détendue, on sera, on va dire, à 50 centimètres l'un de l'autre. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais ça, on s'en sert uniquement quand on est sur des courses. À l'entraînement, on s'en sert pas, hein. On est simplement l'un à côté de l'autre, à 1 mètre d'écart. Et puis, s'il y a quelque chose en particulier, un danger imminent, il m'attrape le poignet. Voilà. Parce que bon, c'est pas non plus super agréable de courir avec une corde, hein. Ça donne un peu l'impression d'être en laisse. Alors, il se Oui. trouve que c'est efficace en course, mais moi, quand on peut s'en passer, autant s'en passer. Hmm. Et comment est-ce que les organisateurs accueille ton inscription? Est-ce que il y a une certaine méfiance? Est-ce qu'il y a une crainte? Est-ce que finalement ils sont très ouverts? Est-ce que tu as déjà, quel est ton retour à ce sujet-là? Bah, en général, ça se passe assez bien, hein. Alors, si je vais avec Christian sur une course, bah, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'organisateur, hein. C'est Christian qui s'occupe de tout, hein. Donc, il y en a certains qui mettent en place des départs décalés parfois pour les déficients visuels, de sorte à pas être bousculé dans la masse des coureurs. C'est une possibilité qui est parfois donnée. Moi, je la demande pas spécialement. Je m'adapte à comment c'est fait. S'il y a un départ décalé, pourquoi pas. Mais si c'est pas le cas, ça me dérange pas non plus. On peut tout aussi bien partir derrière. Mhm. Parce que bon, moi, j'ai plutôt l'habitude des départs prudents aussi, et plutôt d'accélérer sur la fin
Donc, ça me dérange pas du tout de partir derrière. Par contre, si je viens tout seul sur une course, là, je vais demander à l'organisateur de me fournir une trace GPS, de me renseigner sur la complexité du parcours, ainsi de suite. Donc là, il y a plus de sollicitations envers l'organisateur, quoi. Là, ça dépend plus de lui, là, de savoir si ça se passe bien. Voilà. En général, ça s'est toujours passé bien sur les courses où j'avais envie d'aller. Généralement, les organisateurs sont ouverts une fois passé la première surprise. Voilà. Mais après, si je dis que bah, je cours seul, je repère le trajet avant avec mon GPS et avec, par exemple, Christian qui m'accompagne voilà, en dehors de la course pour repérer le trajet une première fois, et puis après je reviens tout seul, et même des organisateurs qui ont été d'accord pour me chercher à la gare, pour m'amener à la ligne de départ, etc. En général, ça se passe bien. Hmm. C'était une de mes questions de savoir justement si tu repérais le parcours avant de faire ces courses-là. Et du coup, toi, ton évolution en tant que sportif, tu as commencé par des petits trails. Tu nous dis que tu as maintenant le record de la plus longue distance en autonomie. Comment s'est passée cette progression? Le premier trail auquel j'ai participé avec cette méthode-là, il s'appelle le trail du Korersberg, et où là, les organisateurs étaient d'emblée avec une démarche très volontaire pour inclure tout le monde, et notamment les déficients visuels. Donc, avant même que je ne connaisse l'existence de cette course, il y avait déjà des choses qui étaient mises en place pour permettre aux déficients visuels de participer. Donc, départ différé, communication avec les associations de déficients visuels pour inciter les personnes à venir sur cette course, reconnaissance de parcours préalable avec quelqu'un de l'organisation qui était là pour montrer le parcours, etc. Donc c'était déjà le cas avant, donc j'ai arrivé sur un terrain très favorable. Bon, par contre, la première fois que j'ai appelé Jean-Guy, le responsable de ce trail, pour lui dire ah bah tiens, demain vous faites une reconnaissance collective pour les valides, moi je vais me pointer tout seul, j'ai la trace sur un GPS, voilà, soyez pas surpris de me voir débarquer. Bon bah il a été surpris, mais il a assez bien passé ce moment de surprise. Il a dit bon bah ok, tu viens, on verra bien. Et puis voilà, donc il m'a montré ce qu'il fallait montrer en plus par rapport à cette trace GPS. Il a été convaincu en me voyant faire que ça allait bien se passer. Et puis donc, donc j'ai pu faire cette course dans de très bonnes conditions, grâce à lui notamment. C'était quoi? C'est quelle distance? C'était 26-27 km avec 500 de dénivelé, donc c'est un trail assez familial, assez proche de Strasbourg, voilà, pas trop difficile, même si ça peut parfois être boueux, ce qui rend les choses compliquées pour moi, parce que je me retrouve avec la canne qui s'embourbe partout, qui ne roule plus correctement parce que l'embout est plein de terre, etc. Donc c'est pas forcément parce que le parcours est plus roulant pour la moyenne des coureurs qu'il est forcément plus facile pour moi. Donc c'était un défi quand même la première fois. La première fois, Hmm. j'ai mis quasiment une heure de plus que ce que j'envisageais, hein. Ah oui. Et donc ça, c'était il y a combien de temps ce trail-là? Ça devait être en 2015.
2015. qui Et est ensuite, du la coup, période où ce GPS était développé. Ok. Ah oui, c'est ce GPS-là qui t'a permis d'accéder à ce type de course. En tout cas, d'y accéder avec cette Seul. méthode-là. Ouais. Avant, j'y allais avec Christian. Et puis, dans la pratique quotidienne, là, il m'était possible de m'entraîner tout seul, tant que c'est des environnements que je connais par cœur. Là, j'ai pas besoin de GPS. Hmm. Mais l'apport du GPS, c'est de me permettre d'aller tout seul sur des parcours que je ne fréquente pas habituellement. Ouais. Hmm. Une autre façon de faire. C'est deux disciplines sportives. Quand je cours avec Christian ou avec un autre guide, là, c'est plus, ça ressemble davantage, on va dire, à la course à pied, comme c'est le cas pour tout le monde, avec l'optimisation de l'aspect sportif, quoi. Hein. C'est avec cette technique-là que je peux aller le plus vite. Avec en plus le fait d'être à deux, avec la complicité, qui est une chose supplémentaire par rapport à la course telle qu'elle se pratique habituellement. Et quand je suis seul, là, c'est complètement différent. L'aspect physique devient finalement assez secondaire et c'est l'aspect technique, la gestion des trajectoires, etc., qui prend le dessus. Et l'aspect physique, pas qu'il est, on va pas dire secondaire, mais il est moins important que l'aspect technique. Souvent, la vitesse maximale, elle est donnée par la technique. Et physiquement, je m'arrange pour être au-dessus de ce que la technique me permet de faire. Hmm. Je peux pas pousser au-delà d'un certain seuil, quoi. Il faut que je reste assez facile, physiquement parlant, euh, pour être complètement attentif à tous les indices qui vont me permettre de finir la course entier en bon état, quoi. Bien Euh, sûr. Bah, c'est tout à ouais, fait c'est hyper logique ce que tu dis. On imagine difficilement comment tu pourrais descendre une descente hyper technique à 20 km/h. Enfin, c'est malgré la technologie, ça paraît compliqué. Du coup, c'est ton niveau technique qui t'empêche d'aller plus vite. Contrairement à, c'est vrai, beaucoup en fait, quand tu vois, c'est plutôt ton niveau physique qui t'empêche de gravir des sentiers techniques en aisance, quoi. C'est souvent le cas, ouais, c'est vrai. Euh, et du coup, ce trail de 57 km, tu l'as fait quand et ça s'est passé comment? alors là, ça s'est passé en 2000, combien? En 2016, ouais. Mais j'avais déjà été précédemment sur le même événement, mais sur une distance plus courte. Donc là, pareil, je connaissais l'organisateur. Donc là, c'est le trail du Haut-Königsbourg. Et donc, là, pareil, il s'appelle Eddy, l'organisateur. Il a veillé à ce que j'ai la bonne trace GPS. Donc, je suis venu avec Christian et puis un autre coureur pour repérer les choses. Là, ça nous a pris plusieurs jours, hein, parce que 56 km, pour tout noter de façon précise, voilà, ça prend un certain temps. C'est un trail qui là encore est plutôt perçu comme roulant par la plupart des coureurs. Hein. Et faut savoir que je vais pas m'aventurer, moi, en tout cas pas en autonomie, sur le Grand Raid de la Réunion ou des choses comme ça. Hein. Je reste Oui. forcément sur des terrains qui sont réputés roulants, alors ils le sont pas du tout dans mon cas. Donc là, pour les 56 km en mode repérage, eh ben, il faut qu'on s'arrête tous les 100 mètres pour vérifier si le point GPS est suffisamment précis, pour ajouter tous les commentaires nécessaires. Après, je refais la portion un peu plus rapidement pour voir si ça se passe bien, etc. Donc là, ça prend un certain temps.
Et puis après, le jour de la course, bon, bah là, j'étais en mauvais état pour d'autres raisons, quoi. J'avais été malade avant, donc ça n'a pas été spécialement simple de finir la course. Je flirtais avec les barrières horaires, mais bon, j'ai réussi à finir. Et puis je suis revenu l'année suivante, et puis j'ai mis 2 heures de moins. Hmm. Et justement, tu dis que tu flirtes avec les barrières horaires comme ça. Est-ce que tu dirais que les gens qui sont à tes côtés, qui durant le trail, d'autres coureurs, est-ce que finalement tu dirais que pour eux, tu es une source d'inspiration et que ça va les booster pour finir. Ils vont se dire, bah, moi je vois bien et j'ai du mal. Lui, il voit pas et il y arrive bien. Moi, je vais du coup y arriver aussi. Tu vois, qui se servent en fait de toi, de ton énergie à franchir les obstacles malgré la difficulté. Est-ce que tu dirais que tu es une source d'inspiration pour eux? Alors peut-être, hein, moi j'en sais rien, j'ai aucune prétention par rapport à ça, c'est plus à eux qu'il faudrait demander. Oui, parfois, d'après les remarques que je reçois, qui sont toujours positives, oui, c'est possible. Par contre, je peux pas faire beaucoup de trajets avec d'autres coureurs parce que je suis quasiment tout le temps à contre-temps. Donc, sans cesse, je vais dépasser et me refaire dépasser, quoi. Puisque moi, j'ai un rythme absolument constant sur un trail. Moi, que ça descende, que ça monte, que ce soit plat, je m'en fiche. C'est pas ça qui fait mon rythme. Ce qui fait mon rythme, c'est la technicité du terrain. Et puis bah, que ça monte, que ça descende. Bon, de toute façon, physiquement, je pourrais aller plus vite. Donc, ce qui fait que par rapport à la plupart des coureurs, je suis plus rapide en montée et plus lent en descente. Donc, Oui. euh, je fais toujours l'accordéon. Bon, ça permet de recroiser plusieurs fois les mêmes personnes, de dire un mot, voilà, de recevoir des encouragements. J'ai toujours un esprit très sympa sur les trails aussi. C'est ça aussi qui me fait aimer ce sport-là, hein, c'est qu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de prise de tête, surtout quand on n'est pas dans ceux qui jouent la gagne, hein. Oui, Euh, évidemment. Ouais. et puis ce que je perçois aussi dans leurs réactions, c'est que ils trouvent ça bon, bah, incroyable d'arriver à faire ça parce que là, ils se rendent compte de la difficulté. Euh, ils savent que bah, courir déjà à la base, c'est pas évident, quoi. Il y a tout le monde qui est au maximum, et c'est là que on se rend compte que bah, on se dit avec un handicap en plus, mais ça doit être infaisable, quoi, puisque c'est déjà difficile pour moi. Mais c'est assez intéressant ce décalage par rapport à ce que je perçois de mon côté. Parce que pour moi, c'est pas plus difficile qu'autre chose. C'est même peut-être une des choses les moins difficiles que j'ai à faire dans ma vie. Je veux dire, ce que fait n'importe quel aveugle dans son quotidien, c'est au moins aussi remarquable que ce que je fais sur une course à pied. Mais là, pour le valide, c'est plus difficile de s'en rendre compte. Parce que pour lui, c'est facile. Naviguer sur Internet, c'est facile. Se faire à manger, c'est facile. Trouver un objet qu'on a égaré à l'autre bout de la pièce, c'est facile. Bah, tout ça, quand on est aveugle, c'est beaucoup plus difficile. Et l'écart est peut-être même plus important que dans le cadre de la course à pied. Donc, c'est assez intéressant de remarquer ce décalage. C'est vrai que c'est tout à fait intéressant et puis ça interroge nos propres croyances du monde et des gens qui nous entourent parce que bah, pour toutes les raisons et c'est pour ça que j'ai bien insisté sur bah, ton quotidien et toutes les difficultés que tu peux avoir. On en parlait tout à l'heure avec l'histoire des passages piétons, etc.
c'est vrai que finalement, quand tu te retrouves en course, tu as reconnu le terrain, tu es parfois accompagné, tu as un GPS qui va te guider, tu as un organisateur qui est au courant que tu es là et qui va mettre en place un système de sécurité au cas où il t'arrive quelque chose, mais pas que pour toi, hein, pour les autres aussi. Finalement, il y a un cadre qui est là et qui est établi, alors que quand tu dois juste aller faire tes courses, il n'y a pas de cadre. Il y a personne qui va t'accompagner là-dessus. Si c'est une nouvelle supérette, il y a personne qui t'aura fait une reconnaissance avant du parcours. Enfin, il y a voilà, et ça, c'est le quotidien qui finalement est difficile dans ce que je comprends dans ton histoire. Ouais, tout à fait. La course, c'est plus une évasion par rapport à ce quotidien. Puis, après, c'est un cadre qui est tout à fait amical, accueillant, favorable, effectivement, beaucoup moins hostile que le quotidien en général. Et puis même quand je suis en forêt tout seul, en plein milieu de la nuit, à moitié perdu, bah, je ne perçois aucune menace, quoi, hein. Contrairement à mes déplacements en ville qui sont pleins de dangers. Voilà, c'est ça. T'as pas peur en fait quand tu te retrouves en pleine nature. Ben non, non, non. Là aussi, c'est lié à une perception du monde un peu différente. C'est quoi qui fait peur en forêt? C'est le fait que ce soit sombre, d'autant plus la nuit. C'est le fait de ne pas être habitué à cet environnement-là quand on est citadin. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Pour moi, il n'y a pas ces, il y a pas ces éléments-là. Le fait que ce soit sombre, évidemment, je m'en fiche. Et Oui. puis et puis c'est pas du tout inhabituel, quoi, hein. D'entendre des bruits d'animaux au milieu de la nuit, c'est normal. Il y a du monde vivant autour. Enfin voilà, il y a pas de quoi se mettre à trembler pour autant. Justement, il y a de quoi être content de remarquer qu'il y a quand même un peu de vie, parce que le jour, souvent, il n'y a pas grand-chose, sauf les oiseaux au printemps, et puis parfois les insectes, mais il y en a de moins en moins, voilà, parce que tout devient tellement exploité, tellement surexploité que bon, parfois on a l'impression que l'environnement est mort, quoi, hein. Et la nuit, souvent, ça reprend vie un peu plus. Là, on entend les chevreuils qui se baladent, ou des sangliers qui sont en train de faire un raffut. Voilà, voilà, on entend les hiboux, les chouettes. Bah, c'est assez chouette finalement d'entendre tout ça et de constater qu'il y a un peu de vie qui se réveille quand les humains dorment, quand les humains sont pas là pour en déranger, bah, il y a de la vie. Puis bah, de mon côté, j'essaye de pas déranger aussi, hein, donc être le plus discret possible. Ça m'a, ça me rend dingue de savoir qu'il y a des gens qui sortent en groupe, bruyants, avec des frontales, en forêt la nuit pour déranger la faune qui est déjà suffisamment dérangée le jour, quoi. Donc, pour moi, la règle de base, c'est la discrétion, quoi. Quand je sors de nuit, il n'y a pas de GPS qui me parle, hein, ça, c'est sûr. Je vais dans des endroits où je peux aller sans GPS, puis je suis le plus discret possible. Finalement, tu te considères être l'invité de cet endroit et que tu te dois d'être dans la discrétion et respecter cet environnement dans lequel tu es. Oui, 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 tout à fait. C'est un environnement que j'apprécie, donc il faut aussi le sauvegarder, quoi. Voilà. Hmm. Alors, Clément, on arrive bientôt à la fin de notre échange qui a été vraiment très très riche. J'ai l'habitude de poser une question tout le temps. Dans chaque épreuve difficile de la vie, on dit qu'il y a toujours quelque chose de positif qui nous arrive, on en tire quelque chose de positif.
Ça, on est obligé, mentalement, moralement, pour continuer à vivre et à apprécier la vie, on est obligé de positiver. Toi, tu dirais que être non-voyant, ça t'a apporté quoi de positif dans ta vie? Alors, je me suis construit comme ça, hein, ça a toujours été une caractéristique, hein, donc c'est ni bien ni mal, quoi, hein, de mon point de vue, c'est comme ça et puis c'est tout. C'est- Peut-être ce que je peux dire que ça m'apporte, c'est d'être insensible à la publicité. Ça, c'est un point positif. Ça permet d'avoir du recul, peut-être, un certain esprit d'analyse. Parce que bon, la vision, c'est très immédiat, c'est très. J'ai l'impression, hein, après moi je vois pas, j'en sais rien. En tout cas, je vois pas grand-chose. Mais j'ai l'impression que tout est de plus en plus dans l'immédiat, dans la réaction, dans le sensationnel. Bon, moi, je suis assez hermétique à tout ça. J'ai toujours beaucoup de distance. Je sais pas si c'est bien ou mal, hein, mais moi ça me convient bien. Euh, voilà, c'est peut-être ça C'est une que très belle j'apporte de. réponse. C'est une très belle réponse et ça va tout à fait avec ce que tu disais de tout à l'heure que finalement tu mettais toujours 2 fois plus de temps que les autres à faire ce que doivent faire et du coup ça rentre en corrélation avec ce que tu disais tout à l'heure et ça nous interroge nous sur nos propres modes de vie aussi où tout est dans l'instantanéité. Et la réaction, l'impulsion, et quand tu n'as pas ce loisir de pouvoir réagir immédiatement, bah forcément, tu es obligé de faire un peu place à la réflexion et ta vie est totalement différente. Et on le voit du coup dans ton discours aussi, ta sensibilité que tu vas avoir par rapport à l'environnement, l'écologie, le respect des animaux, de la nature. C'est cohérent tout ce que tu dis. Oui, bah oui, cette distance me permet peut-être d'observer un peu différemment, parce que bon, il faut prendre son temps pour observer aussi. Euh, Par exemple, pour l'individu, on va dire, normal, quand il veut savoir la météo, il va regarder sur son téléphone, il va savoir tout de suite, ou alors quand il est dehors, il regarde le ciel, pour ceux qui ont l'habitude, ben, ils savent tout de suite. Pour moi, c'est beaucoup plus compliqué de savoir ça, donc je détecte des choses voilà, que j'apprends au fur et à mesure et que beaucoup de gens ne savent pas. Par exemple, les oiseaux ont une certaine façon de chanter quand la pluie arrive. Et bon, bah, une fois, j'étais dans un endroit bien perdu, un peu loin de tout, et si je continuais jusqu'à ma destination, bah, j'étais encore un bon moment sans pouvoir m'abriter. Puis j'ai entendu les merles qui se sont mis à chanter de cette façon-là qui, en la connaissant, m'inquiète un petit peu sur la météo. Et donc je suis allé jusqu'au village le plus proche. Et puis dès que j'étais abrité, bah, il y a eu une énorme averse de grêle, quoi. Là, je n'aurais pas aimé être en dessous. Donc, et tout ça grâce aux oiseaux. Voilà. Un certain nombre de Hmm. choses qu'on observe finalement grâce à la déficience visuelle. Ouais, c'est tout cet apprentissage de l'environnement qu'on a oublié en fait, hein, enfin, ouais, parce qu'on en a plus forcément besoin, parce que on n'en voit plus l'utilité en fait immédiate, et c'est un petit peu dommage de perdre tous ces apprentissages. Et c'est vrai, hein, mais rien que de reconnaître un oiseau sans forcément aller jusqu'à reconnaître le chant qui t'indique la pluie, quoi. On peut même réduire. Qui connaît maintenant tous les oiseaux qui le voient, quoi. Enfin, rien que ça. Il y a finalement maintenant que très peu de gens en fait qui ont ces connaissances-là, hein. Et c'est dommage. Oui, oui, effectivement.
Parce que bon, peut-être qu'on s'imagine être une espèce supérieure, parce que bon, on a l'impression de plus avoir besoin des autres. Bon, bah, pour ma part, j'en ai besoin. J'ai besoin de toutes ces indications-là. Quand je suis en forêt, s'il y a pas d'animaux, c'est ennuyeux. S'il y a pas de chant, s'il y a pas de bruit, c'est ennuyeux. S'ils sont pas là pour me prévenir, je sais pas la météo. Donc je vais être plus modeste probablement que quelqu'un qui n'a pas besoin de tout ça. Effectivement, je pense qu'on a beaucoup à apprendre des autres espèces. La plupart des découvertes scientifiques, de toute façon, se font en observant ce qui se passe dans la nature. Hein. Ça part toujours de là. Euh, et bon, quand on a un sens qui manque, c'est quand même 80% de la perception hein, chez l'être humain, la vue. Et ben ça remet à sa place, quoi. Hein. Il me manque 80% des facilités qu'ont les humains, bah, ça me remet au niveau d'espèces dites inférieures, même si bon, moi je reconnais pas qu'elles soient inférieures. Elles sont différentes, mais elles s'en Différente. sortent très bien avec ce qu'elles ont et tout ce qu'elles auraient besoin, c'est qu'on les laisse un peu plus tranquilles, quoi, qu'on arrête un peu de grignoter leur territoire. Hmm. Tout à fait juste. Euh, alors, Clément, la dernière question que je pose toujours, c'est de savoir si tu aurais un conseil à apporter, alors modestement, si il y a des personnes qui sont non-voyantes et qui nous écoutent actuellement et que ils se disent, bah moi aussi j'ai envie de pouvoir aller courir à travers les sentiers ou juste courir tout simplement, pas forcément sur les sentiers. Parce que je pense que c'est la première étape. Euh, Tu disais tout à l'heure que tu faisais des interventions pour les enfants. Quel conseil tu apportes ou tu pourrais apporter comme ça à des personnes qui seraient intéressées de suivre ton chemin? Alors bon, je ne sais pas si le chemin que je suis est intéressant à suivre. Hein. Ça dépend des aspirations de chacun. Euh, de façon générale, à mon avis, ce qui compte, c'est d'être libre et de faire ce qu'on a envie de faire et pas ce que la société a envie qu'on fasse. Puis c'est tout un travail de devenir libre. Comme le dit Spinoza, on ne naît pas libre, on le devient. Donc à chacun de trouver sa voie pour devenir libre. Ça peut passer par la course à pied, comme ça peut ne pas passer par la course à pied. Euh, pour un déficient visuel, bah, simplement, si, pour arriver à courir, bah, il faut passer outre les remarques qui peuvent être faites par ailleurs, voilà, mais c'est dangereux, euh, mais tu nous inquiètes, etc. Faut passer outre et être un petit peu rebelle ou voilà, un peu tête brûlée et te dire ben, j'ai envie de le faire, je le fais et puis terminé. Après, il peut arriver des petits accidents, mais de toute façon, la vie est faite de petits accidents. Et les choses les plus graves, elles arrivent souvent pas dans ces moments-là, parce que dans ces moments-là, on est hyper concentré, on est hyper focalisé sur ce qui se passe. Et puis en plus, on sait que s'il arrive quelque chose, toutes les personnes qui nous ont dit oh là là, c'est dangereux, etc., ça va leur donner raison. Puis, on n'a pas envie de leur donner raison, donc en général, il se passe rien de grave. Voilà. Autre chose que je peux dire, c'est qu'il faut pas prendre la vie trop au sérieux, quoi. D'autant plus quand on a un handicap, garder un peu de distance par rapport à tout ça et se satisfaire du verre à moitié plein, pas regarder le verre à moitié vide. Et finalement, tout ça ne compte que très peu. Hein. Ce qui compte, c'est de se sentir bien. Finalement, on n'est que de la poussière d'étoiles, comme le dit Hubert Reeves. Hein. Donc, pas la peine de se prendre voilà, pour de jouer absolument tel ou tel rôle.
Il faut savoir voilà, rester à sa place, se satisfaire de ce qu'on a. Et puis, quand on n'est pas satisfait, c'est très bien d'avoir des rêves, parfois de les réaliser, parfois pas. De toute façon, l'imaginaire aide beaucoup aussi, je trouve. Je vais encore citer un auteur, hein, je vais finir par être chiant, mais J'aime beaucoup les citations. Tu peux y aller. comme dit Shakespeare, nous sommes de cette étoffe sur laquelle naissent les rêves. Laissons naître les rêves, et puis réalisons-les ou pas, mais déjà le fait de rêver à la base permet de se sentir bien, je pense. Bah écoute, c'est une très belle conclusion, Clément. Merci, merci beaucoup pour cet échange. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Est-ce qu'il y aurait une question que je t'aurais pas posée? Est-ce que tu aurais un message à faire passer que tu n'aurais pas encore passé? Dis-nous tout. Je sais pas, j'ai déjà passé pas mal de messages, je pense. Je peux revenir peut-être sur le fait de prendre soin de l'environnement. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prendre soin de soi et de prendre soin des autres. Tant mieux, c'est une bonne chose de prendre soin des autres humains. Mais prenons aussi soin des autres habitants qui sont avec nous et dont on a besoin, même si on s'en rend pas toujours compte. Ça fait quand même, même si je suis pas spécialement vieux, hein, j'ai toujours pas dit mon âge, bon, j'ai 34 ans, donc ça fait quand même 30 ans que je me balade dehors, que je me rends compte des évolutions. Il y a un défaut qu'ont les aveugles aussi, c'est d'avoir la mémoire longue, parce que il y a beaucoup de choses qui doivent se faire avec la mémoire. Par exemple, il faut se souvenir où on a rangé les choses, sinon on perd énormément de temps. Voilà, on essaye de tout retenir tout le temps. Et moi, je me souviens très bien comment c'était dehors il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans. Et je remarque que c'est de plus en plus triste. Voilà. C'est pas que des chiffres. Quand on dit que 40% des oiseaux, 80% des insectes, ainsi de suite, ont disparu. C'est un fait, hein, moi, je le constate quand je suis dehors. C'est de plus en plus calme. Et puis, si on réagit pas bientôt, ce sera non seulement calme, mais ce sera mort. Voilà. Donc, il est temps qu'on fasse quelque chose pour que ça n'arrive pas. Hmm. Ouais, d'autant que là, on est sur quand même un podcast qui s'adresse aux sportifs outdoor d'endurance et cet environnement-là nous concerne vraiment directement parce que c'est notre espace d'évolution sportif et pas que. En fait, si on fait aussi cette pratique-là, c'est parce qu'on aime être dans cette nature qui est belle, qui est généreuse, qui nous apporte beaucoup. Et si on veut que ça dure, eh ben c'est à nous de véhiculer ce message de préservation de cet environnement-là. C'est primordial. Mm. Oui, et heureusement, beaucoup de coureurs, même élites, commencent à relayer ce message de façon plus ou moins intéressée parfois, mais en tout cas, déjà, ils portent le message, c'est déjà pas mal. Mais en plus de porter le message, il y a un certain nombre de choses à changer aussi, hein. Parfois, quand je vois les horaires de certaines courses qui commencent juste genre 10 ou 20 minutes avant l'heure à laquelle arrive le premier train à côté du départ, bon, je me dis, mais c'est dingue, quoi, hein. On est obligé de venir en voiture sur cette course. Ou alors, parfois même, pour une course en montée, ils mettent le parking en haut. J'ai vu ça récemment sur une nouvelle course qui aura lieu ces prochains mois. Le parking est en haut. Donc il faut monter en voiture avec tout le carburant que ça crame. On se gare en haut, il y a un bus qui mène au départ. On fait la montée en courant. Et puis après, on redescend avec la voiture qui était en haut. Mais c'est dingue, quoi, hein. On aurait pu laisser les voitures dans la vallée et puis
faire un bus dans le sens retour, plutôt que de le faire pour mener au départ de la course, de le faire à l'arrivée. Il suffirait que les gens attendent un petit peu à l'arrivée, ce serait pas la fin du monde, quoi. Bon, un certain nombre a changé, un certain nombre de choses a changé, même dans l'organisation des courses. Des choses qui vont un peu plus loin que juste ne jetez pas de déchets. Ça, ne pas jeter de déchets, quand j'entends ça, mais ça me rend dingue, quoi. Comme si c'était un effort. À la limite, celui qui jette un déchet, il faudrait le lui faire bouffer, quoi. C'est pas une vertu en soi de ne pas jeter un déchet. C'est plus, c'est plus l'inverse qui devrait être puni et pas montrer en exemple le fait de ne pas jeter de déchets. Enfin, bon, certain nombre de choses qui sont encore à changer et à radicalement changer. C'est vraiment ouais, à repenser, à adapter. En fait, dès que cette question de l'environnement est dans les têtes et dans l'organisation est prévue et vraiment investie par l'équipe d'organisation, et bien tous ces sujets-là sont appliqués, mais encore faut-il que ça le soit. Oui, et puis il faut y penser aussi, hein, il faut y penser. Il y a très peu de formation sur ces sujets-là, hein. Bon, déjà, il y a très peu de formation scientifique en France. En plus, sur les questions d'environnement, voilà, qui a déjà fait son bilan carbone? Voilà, pas grand monde, que ce soit à titre individuel ou à titre d'organisation. L'exemple que je donnais tout à l'heure avec les transports en commun, ben, il suffit d'y penser. Mais même chez les organisateurs qui ont une démarche éco-responsable, ils n'y pensent pas forcément parce qu'on leur a pas appris à y penser. On leur a pas dit qu'un trajet en train, ça émettait X fois moins de CO2 que le même trajet en voiture, même si c'est du covoiturage, quoi, hein. Donc, il y a un certain nombre de réflexes à acquérir. Et souvent, ça prend du temps d'acquérir ces réflexes, mais là, le temps presse, quoi. Donc, il y a besoin de bousculer un peu les choses, parce que si on y va dans la dentelle, ça servira à rien. On sera encore dans 30 ans à faire nos petits efforts, et puis ils auront servi à rien, parce que ce sera trop tard pour avoir un effet positif. Là, comme je le disais, quand on a des campagnes qui deviennent silencieuses parce qu'on a tout industrialisé, on a tout exploité, ça manque d'insectes, ça manque d'oiseaux, et ça manque des choses qui sont à la base de la chaîne alimentaire, donc forcément ça manque aussi après des autres espèces, hein. Pour reconstruire tout ça, ça prend du temps. Quand on voit que l'Amazonie maintenant est émettrice nette de CO2, hein, alors qu'on prenait ça pour un puits de carbone, maintenant elle est émettrice nette, parce qu'on n'arrête pas de tout brûler pour remplacer ça par de l'élevage. Bah, on se dit que ça va être compliqué de renverser le mécanisme. C'est une question qui est fondamentale, vraiment. C'est une sonnette d'alarme qui est en train de sonner dans tous les sens. Encore faut-il maintenant pouvoir l'entendre et puis la faire arrêter de sonner. Chacun à notre niveau et chacun avec son impact, son propre impact, et de se sentir concerné par cette question-là, sans forcément attendre toujours des autres que quelque chose soit fait. Et puis parce qu'on a, nous, chacun, des efforts à faire, hein. Alors moi, je suis pas l'exemple même de la consommation et du mode de vie écologique. Maintenant, il y a certaines choses qu'on peut mettre en place et qui sont pas forcément coûteuses en énergie, en temps, etc. Qui finalement sont juste des modes de fonctionnement à ajuster dans notre quotidien et dans notre vie. Et des réflexes à acquérir, en fait. Bah écoute, merci beaucoup Clément pour ce moment d'échange. J'ai appris beaucoup de choses sur
sur le handicap. J'ai pas dans mon entourage de gens qui sont non-voyants, donc c'est un milieu que je connais pas bien. Et tu me l'as vraiment très bien présenté et tu nous l'as très bien présenté. Je trouve que tu es un bel ambassadeur des non-voyants sportifs. Merci beaucoup pour ce moment. Eh ben, je te remercie pour ton accueil, ton écoute. J'espère pas avoir été trop ennuyeux. Et puis, j'espère qu'on se croisera peut-être sur un sentier une fois. Eh ben avec grand plaisir. Alors on est situé géographiquement à l'autre bout parce que moi je suis en Bretagne, mais le trailer est voyageur, donc peut-être un jour avec grand plaisir. Merci beaucoup Clément et à bientôt. Merci à toi et bonne journée. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.